Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être face à vous. Je vais me permettre quelques mots introductifs avant de laisser l'homme de l'art prendre la parole. Je me présente rapidement à vous, je m'appelle Grégoire Conquet, j'ai rejoint le groupe Adecco il y a maintenant 7 ans de cela, pour avoir la chance d'y participer à une aventure passionnante, celle d'ouvrir pour le compte du groupe Adecco la marque Badenoch & Clark en France, qui est très simplement en fait le cabinet de conseil en évaluation et en recrutement de cadres supérieurs et dirigeants. Je l'ai fait à l'origine avec notre directeur général, Laurent Da Silva, que je représente ce matin. Et dans le dispositif, je m'occupe de diriger le bureau de Paris. Je vous donne son nom parce que nous avons démarré tous les deux en nous posant une question toute simple, qui était de nous dire, dans un métier, dans un marché déjà largement mature et concurrentiel, qu'est-ce que nous pouvions amener à la réflexion et à l'offre qui soit potentiellement un peu différenciant à défaut d'être disruptif. Restons modestes, nous faisons un métier en intermédiaire. Et en fait, il nous est apparu qu'il fallait ne pas limiter notre ambition au fait de lire de la compétence technique sur du document papier CV et essayer de se projeter, à l'instar de ce que nous disait Jean-Christophe dans son mot introductif de la matinée, sur la notion de talent et dans une version non restrictive et qui ne se limite pas à la compétence technique. Et on s'est posé la question de se dire, interviewons, bien sûr validons le prérequis de base, cette compétence technique, mais projetons-nous dans l'univers de la personne avec qui nous parlons, que nous écoutons. Qui est-elle? Où en est-elle? Qu'a-t-elle envie de devenir? Quels sont ses projets? Quelles sont ses aspirations? Donc on a vraiment essayé de se déconnecter de la simple technicité. Et la chance qu'on a eue grâce au groupe Adecco, c'est de faire la rencontre de Christophe. Christophe qui nous a emmenés bien au-delà de nos ambitions, puisqu'il nous a attirés tout en souplesse sur le terrain de l'intelligence émotionnelle. Et grâce à Christophe, et donc en partenariat avec l'EM Lyon et le groupe Adecco, nous avons aujourd'hui un remarquable outil, le quotient émotionnel professionnel, qui traite donc de l'intelligence émotionnelle. Et je vais évidemment laisser maintenant la parole à Christophe, qui est l'homme de l'art et qui en parlera bien mieux que moi. Merci pour cette introduction. Je vais rougir. Je ne sais pas que je vous avais amené si loin dans vos process. Donc, on a un temps qui est très, très limité. Donc, on va essayer de vous donner un maximum d'infos et de vous donner aussi la parole parce que ce qui nous plaît, c'est répondre à vos questions, tout simplement, et voilà, et à vos contextes et répondre à quelque chose de précis. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Je vais vous donner une première définition pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. En fait, c'est quand l'intelligence commet un excès de vitesse. Alors, je vais essayer d'en commettre un aujourd'hui pour être dans les temps. Et son autre nom, c'est l'intelligence de l'adaptation. On pourrait même parler d'intelligence darwinienne. C'est une intelligence qui vous permet aujourd'hui, dans des contextes hyper complexes, avec des timings serrés, des enjeux forts, des deadlines, on a tous des deadlines en tête, avec un technostress, etc. Et bien tout simplement, à un moment de s'en sortir et de trouver la solution qui vous permettra à un moment de vous adapter au mieux dans ce contexte. Alors l'intelligence émotionnelle, en fait, elle a été découverte au début des années 90 par des chercheurs, notamment un qui est aujourd'hui le président de l'université de Yale aux États-Unis. On ne donne pas les manettes d'un joujou académique aussi puissant à un type qui n'a pas juste révolutionné son champ en psychologie. C'est ce qu'il a fait avec cette intelligence émotionnelle. Dans intelligence émotionnelle, il y a intelligence. Donc on parle réellement ici d'une capacité mentale. On voit beaucoup de choses sur le net, il y a beaucoup de termes, beaucoup de cabinets d'ailleurs qui utilisent le terme intelligence émotionnelle, mais pas de manière si exacte et on le rapproche un peu de trait de personnalité. Là, on vous parle vraiment ici d'une intelligence qui permet de traiter les émotions comme des informations. Vous savez, les émotions, c'est un peu comme des panneaux signalétiques qu'on va avoir sur une route. Un panneau signalétique, il est là pour vous avertir de quelque chose dans votre environnement. Tiens, un danger par rapport à un virage serré, une limitation de vitesse, etc. Et dans la population, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui suivent ces signaux-là et qui évitent de se prendre la rambarde un peu plus loin. Et puis, il y a ceux qui disent « non, ok, cette information, je l'ai, mais je ne l'intègre pas dans ma manière de penser et je ne la transforme pas en action. » Dans ce cas-là, c'est appuyer un petit peu sur le frein ou décélérer. L'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est une intelligence qui vous permet de capter cette info qui est nécessaire pour nous, qui est utile, on parle d'un rôle fonctionnel, et qui vous permettra après d'adapter le comportement le plus adéquat dans une situation particulière, que ce soit pour une prise de décision, que ce soit dans une gestion de conflit, etc. Alors ceci étant dit, se pose maintenant la question de la mesure de l'intelligence émotionnelle. Et également les bienfaits de l'intelligence émotionnelle. Je vais vous en donner, je vais commencer par les bienfaits. Il y a tout un tas de recherches aujourd'hui qui vous montrent que cette intelligence émotionnelle dont je vous parle, elle est hyper bénéfique pour les salariés d'entreprise et on le verra après, plus spécifiquement aussi pour les managers. On sait qu'un individu doué de cette intelligence-là
Et à nouveau, hein, je ne viens pas avec une posture raélienne, hein. Je ne suis pas là en train d'essayer de vous transférer un fantasme d'une nuit. Non, c'est la recherche qui le dit. Un individu doué d'intelligence émotionnelle sécrète moins de cortisol, moins d'hormones de stress, a 3 fois moins de chances de tomber en burn-out. Et quelqu'un qui peut prendre des risques, j'entendais avant Jean-Christophe parler de risques, c'est cette espèce en voie de disparition qui rime avec le courage aussi. Eh bien, les individus doués de cette intelligence-là sont capables de prendre des risques. Ils prennent de meilleures décisions dans des situations complexes, à enjeu. Ce sont des personnes qui développent autour d'elles des qualités de relations sociales très hautes. Ce sont des personnes qui sont moins sujets à tout un tas d'addictions, type alcoolisme. Ce sont des personnes également qui ont une employabilité plus forte, qui prennent l'ascenseur hiérarchique qui les booste beaucoup plus rapidement que la moyenne, etc., etc. Donc il y a tout un tas de bienfaits qui sont associés à cette intelligence-là. Alors comment est-ce qu'on la mesure? Il y a plein de mesures qui existent aujourd'hui, de mesures psychométriques qui existent dans l'environnement. Il y a à peu près 95% de ces mesures qui sont totalement pas fiables. Et à nouveau, l'idée c'est pas d'attaquer de la concurrence ou quoi que ce soit. En tant que chercheur, avec mes équipes, on en avait juste un peu assez. Et donc on a décidé, effectivement, il y a 2 ans, sous l'égide d'ADECO et EM Lyon, eh bien, de se lancer dans la création d'un test d'intelligence émotionnelle qui s'appelle le QE Pro, QE pour quotient, E pour émotionnel, quotient émotionnel professionnel. Et ce test-là, en fait, il diffère un petit peu de ce qu'on retrouve sur le marché. C'est un test dit de performance, c'est-à-dire c'est pas un test auto-évaluatif. On va pas vous donner une affirmation qui est faite de vous en vous disant tiens, est-ce que tu es d'accord ou pas avec ce qui est dit de toi. En règle générale, on sent un peu voilà, ce que veut le recruteur et derrière, on va biaiser ses réponses dans ce type de ce qu'on appelle des échelles auto-rapportées où on s'évalue soi-même. Là, l'idée, c'est comme un test de quotient intellectuel, je ne sais pas si certains en ont déjà fait chez un psy, et bien vous devez performer. Vous savez ou vous ne savez pas. Il y a des bonnes ou des mauvaises réponses qui ont été jugées par des résultats de recherche, notamment en neurosciences et en psychologie cognitive. Et donc, on a créé un test qui dure 25 minutes, 17 minutes en moyenne, et qui est spécifiquement dédié aux managers et dirigeants. Il a été étalonné sur une large population de dirigeants et de managers, quasi autant de femmes que d'hommes, et il restitue 10 scores, avec une interprétation derrière, et un débrief qui est possible, notamment avec les équipes de Badnock & Clark, pour aller un petit peu plus loin dans l'interprétation des résultats. Il faut juste comprendre qu'un test comme ça, pour que ce soit fiable, que ce soit valide, eh bien, il faut du temps et donc beaucoup de personnes. On a eu ce temps-là, on a eu le budget aussi, et on est arrivé à faire ça. Alors un test pour un test, vous me direz, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. L'idée, c'est juste, voilà, c'est la première étape, c'est le pied dans la porte. Ok, on a mesuré à un moment les compétences d'un individu. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Si tu es sous-doué, bon, est-ce que tu resteras sous-doué toute ta vie? Bon, message d'espoir, il n'y est pas. Je vous ai dit que l'autre nom de l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de l'espoir. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de l'espoir? Tout simplement parce que l'une des plus grandes découvertes en neurosciences ces dernières années, elle a un nom et ça s'appelle la plasticité cérébrale. Ça a d'ailleurs été découvert par des chercheurs du CNRS, dont Liedo, qui va sans doute être prix Nobel incessamment sous peu. Et l'idée, c'est de dire quoi? C'est que le cerveau, et notamment le cerveau émotionnel, c'est un peu comme l'univers, c'est comme un accordéon, c'est malléable. Donc on peut, avec de la formation, de l'entraînement, des fois des choses très très simples qui coûtent pas cher, et bien travailler, muscler, même si le cerveau n'est pas un muscle, mais on peut muscler, j'utilise ce terme-là pour que vous le compreniez, on peut muscler tous les circuits neuronaux qui nous permettent d'être, entre guillemets, émotionnellement intelligents. Donc là, il y a un vrai message d'espoir, et on a créé notamment à EM Lyon, en fait, des programmes de développement personnel où vous êtes suivis par des coachs certifiés avec une démarche scientifique, et où on voit qu'il y a effectivement des progrès chez les personnes coachées, etc. Je vais peut-être te repasser la parole et après on va aller aux questions, comme ça voilà, vous poserez vos questions. Merci. Merci Christophe. Effectivement, ce qui est éclairant et rassurant dans cette expérience, c'est que c'est une expérience d'accompagnement et qui est mobile dans le temps. On a malheureusement pour nous tous un QI qui est parfaitement inerte. C'est la grande inégalité des chances, mais c'est comme ça. Ce QE, c'est un révélateur. C'est un révélateur, effectivement, vous passez le test et vous avez une note. Cette note-là, elle a vocation à évoluer dans le temps parce qu'il y a une prise de conscience à avoir. Et d'ailleurs, cette note n'est pas une note en valeur absolue, et c'est un positionnement dans une bande qui correspond à un parcours, une maturité par rapport à la conscience que l'on a soi-même, de sa capacité
à comprendre, à identifier ses émotions, à les identifier sur son groupe autour de soi, sur autrui, et puis à savoir ensuite, pourquoi pas, les choisir, les réguler, les anticiper et les gérer dans le temps. Ces choses-là, à travers le fait de travailler sur le sujet, à travers des lectures, à travers le fait de se questionner sur soi-même, sont très largement évolutives, et c'est effectivement le message porteur d'espoir. Et au-delà de l'espoir, moi je l'applique à notre métier pour une bonne et simple raison, c'est qu'encore une fois, je n'identifie pas l'intervention d'un intermédiaire en recrutement comme une intervention extrêmement ponctuelle dans le temps. Une chose est de trouver un talent, certainement. Une chose est de l'accompagner jusqu'à la conclusion de la belle opportunité pour laquelle il travaille avec nous. Mais une chose fondamentale est de le suivre dans le temps. Aujourd'hui, j'appartiens à ceux qui ne font pas la différence entre candidat et client. J'essaye d'être un vecteur qui anime une population qui me connaît, avec l'idée, au gré des voyages et au gré des évolutions dans le temps, de se retrouver, de grandir ensemble. Et effectivement, ce quotient émotionnel fait partie du voyage. Pour avoir participé, j'ai été cobaye parmi les 2000 qui ont constitué le panel. J'ai pu repasser le test il y a quelques temps. Le fait de s'intéresser à la matière, avec un regard certes un peu naïf et débutant, permet de progresser, de mieux se connaître. Et en soi, quand on parle de talent, quand on parle d'intégration des talents, quand on parle d'évolution des talents, on a ici un merveilleux outil qui permet d'avoir un éclairage évolutif dans le temps. Et juste, si j'ai 30 secondes, je veux juste vous donner une anecdote pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté évolutif. Il y a quelques temps de ça, il y avait le numéro 2, alors je ne vais pas donner son nom par politesse, mais d'un des plus grands cabinets de conseil dans le monde qui était venu me voir, qui me disait « Tiens, j'ai envie de te rencontrer pour qu'on parle de… » Donc il a lu un de mes bouquins et voulait qu'on parle du bouquin, a priori. Donc on se retrouve dans un grand restaurant et il me parle de tout sauf du bouquin. Il me dit mais tu sais les émotions ça n'existe pas au niveau du coding, tout ça c'est bullshit, ça me parle pas, c'est contre-productif. Bon bref, on est dans le pays de Descartes, hein, donc bon j'avais bien cette imprégnation. Et je décide à un moment de tout simplement de l'aviner. Donc je commande une bouteille de vin. Pour le détendre déjà musculairement, je sentais sa mâchoire un peu tendue, je sentais, bon bref, donc il boit, et donc voilà, son nez se détache, ses joues pareil, il fronce plus le sourcil, tiens, un miracle. Et donc là, il me dit, écoute, finalement, je vais t'expliquer réellement pourquoi je t'ai fait venir. En fait, il y a quelques jours de ça, j'étais au volant de ma grosse bagnole, à Bentley, je sais pas quoi, sur une route allemande, et j'avais qu'une obsession, c'était de me foutre en l'air. J'ai dit, bon ok, on va commencer à parler maintenant. Et là, il me dit, bah, tu sais, moi, donc il avait 50 ans, c'est généralement l'âge où on fait un burn-out. Alors, tu en as fait un plus tôt, mais 50 ans, c'est généralement le pic de risque. Et donc là, il me disait, bah voilà, à 50 ans, il dit, voilà, bah, en fait, pendant 50 ans, j'ai été éduqué rationnellement. Mes parents sortent de la cuisse de Polytechnique, l'ENA, machin et tout. On m'a appris que les émotions, c'était tabou, que c'était pas bien, que c'était trop intime. Ça doit pas avoir sa place dans une... dans l'entreprise, etc. Donc, bon, en fait, aide-moi. Et là, il se met à pleurer, en fait, devant moi. Et donc là, je parle avec lui. On se revoit plusieurs fois. Et là, il rentre dans du développement de compétences. Et là, on fait un test. Il est suivi par des équipes spécialisées, voilà, des équipes de coachs qui le prennent en main. Et aujourd'hui, cette personne est juste diamétralement opposée. Quand avant, cette personne n'avait aucune envie dans la vie, faisait juste, voilà, elle était sur un chemin tracé auquel elle avait des aptitudes intellectuelles, c'était du tout droit, parce que papa, maman t'avait poussé là-dedans. Il n'y avait aucune envie, il n'y avait pas de motivation, il n'y avait rien. Sa femme s'emmerdait avec lui. Sa secrétaire lui disait que son électroencéphalogramme émotionnel était d'une platitude absolue. Et ses enfants lui parlaient que pour commander des magnums de champagne le jeudi soir en soirée. Donc la vie sociale de cette personne était plutôt un peu en dessous du niveau de la mer. Eh bien, quelques années plus tard, et grâce à ce développement, enfin quelques mois plus tard, eh bien, cette personne est totalement différente. Elle a un relationnel avec les autres qui est différent. Elle se sent moins stressée, moins angoissée. Elle est capable de faire des choix dans sa vie. Avant, cette personne ne raisonnait qu'avec des outils d'aide à la décision achetés très cher. Je travaille avec plein de patrons de grandes structures, notamment certains du CAC 40. Certains, à un moment, ont divisé par 2 les outils d'aide à la décision, parce qu'à un moment, quand on recrute un talent, quand on recrute quelqu'un et qu'on paye quelqu'un très cher, bah, c'est pas pour payer en doublon. Et l'outil d'aide à la décision, et l'individu, et l'humain. Donc tout ça pour vous dire que, dites-vous quand même une chose, c'est que l'émotion, en fait, elle trouve toujours son chemin.
On a beau être paralysé par tout un tas de tabous, contraints, restreints, etc. Au bout d'un moment, quand on s'écoute pas, on se ment à soi-même. Et je vais juste finir par cette petite citation qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai vu que tu étais fan de films, tout ça. Je vais en citer un, Jurassic Park. Vous avez un mathématicien célèbre qui dit à un moment, mais vous êtes fous. Il le dit au créateur du parc. Vous voulez contrôler la naissance des dinosaures. Mais la vie, ça ne se contrôle pas et elle trouve toujours son chemin. C'est exactement la même chose pour les émotions. Et l'intelligence émotionnelle, elle permet à l'émotion de trouver un chemin et de transformer tout ça en action concrète au niveau de l'entreprise. Et ne pas le faire, c'est se mentir et se mettre psychiquement et physiquement vraiment en difficulté. Et là, je veux juste vous faire peur et je finis par ça, promis. J'ai plus trop le temps maintenant de le faire, mais fut une époque, pour ma propre hygiène de vie, tous les mois, j'allais dans une clinique en Suisse rencontrer des anciens cadres de la place parisienne, londonienne, etc., qui avaient des niveaux d'intelligence émotionnelle plutôt bas, qui se mentaient à eux-mêmes, qui refoulaient les émotions. Et bien, quand vous voyez des individus qui déambulent dans les couloirs comme des zombies totalement médicamentés, qui sont à peine capables de prononcer une phrase, qui sont alités la plupart du temps, c'est un choc. Donc ce discours-là qu'on est en train de vous donner devrait aussi peut-être d'une certaine manière être remboursé par la sécurité sociale, parce que voilà, c'est préventif aussi. Voilà. Bah, si vous avez des questions, on les prend. Merci. Merci. Vous avez très rapidement, peut-être trop rapidement, défini ce que c'était que l'intelligence émotionnelle en introduction. J'aimerais bien que vous y reveniez. La fin du discours a permis peut-être de s'en approcher. Je pensais en rentrant dans cette salle, moi, que c'était la capacité à gérer ses propres émotions. Je crois que ça, on l'a vu à travers les contre-exemples que vous avez donnés. C'est aussi celle de comprendre, d'interpréter et de gérer les émotions d'autrui. Alors est-ce que c'est ça et que ça, ou est-ce que c'est encore autre chose ? Alors, je vais essayer de répondre très rapidement à nouveau parce qu'on a peu de temps. Mais l'intelligence émotionnelle, en fait, retenez juste que c'est une capacité qui vous permet, effectivement, de capturer l'information émotionnelle dans un premier temps. Donc, que ce soit ses propres émotions ou les émotions d'autrui. Là, on va parler d'empathie, de tout un tas de processus qui sont très connus. Une fois que vous avez capté cette information, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres déjà de capter cette info. Ensuite, vous avez des gens qui vont assimiler cette information dans la pensée. En gros, se dire, cette info, elle est essentielle pour moi. On sait que l'émotion, ça rime avec optimisation, maintien du bien-être de soi ou d'autrui. Donc, ok, je prends cette information-là. Ensuite, troisième capacité liée à l'intelligence émotionnelle, comprendre l'émotion que je suis en train de vivre ou que l'autre est en train de vivre. Avec ses causes, ses conséquences, pourquoi est-ce que ça survient dans tel ou tel contexte. Et si ça survient comme ça, sur quelle autoroute émotionnelle je m'engage. Si par exemple je suis en colère, est-ce que j'ai intérêt à aller au terminus qui est la rage dans une situation par exemple professionnelle, ou est-ce qu'il ne faut pas que je prenne à un moment justement une voie de décélération et je quitte cette autoroute-là. Et ça renvoie à la quatrième des capacités, qui est la capacité à réguler ses propres émotions, mais également celles d'autrui, qui est essentielle notamment dans les métiers dits de contact ou métiers émotionnels, où vous avez à gérer la patte humaine qui est si complexe à malaxer et qui est autrui. Donc l'intelligence émotionnelle, pour le faire très court, c'est ça. Et d'ailleurs, juste, la présentation d'avant, c'était sur les MOOC. Tous les étés, à EM Lyon, il y a un MOOC gratuit sur l'intelligence émotionnelle. Et c'est un MOOC audio qu'on peut écouter dans sa bagnole, sur son smartphone, etc. Donc pour connaître encore plus d'éléments là-dessus. Mais voilà, en gros, on parle vraiment d'une capacité mentale, quelque chose de séquentiel, de la capture de l'info, jusqu'à l'adaptation, jusqu'à la décision, jusqu'au comportement adéquat dans une situation. Pour faire très rapide. Ok, une autre question. Là-bas. Et après ici. Puis si vous voulez aider un jeune chercheur dans le besoin et aller encore plus loin, il y a des lectures que je vous recommande, de bouquins que on a écrit. Oui, déjà une petite question concernant la personne que vous avez accompagnée, là, ce numéro 2 d'une société. Vous avez dit qu'il s'était transformé grâce à un accompagnement fait par des coachs. Moi, j'ai une question. Comment on peut améliorer une personne, essayer de faire en sorte qu'elle développe son quotient émotionnel sans forcément passer par des coachs? Voilà, si on n'a pas de coach, comment on peut faire? Merci. En fait, vous voulez que je vous donne la solution low cost, là, c'est ça, le gratuit.
Alors c'est toujours mieux d'avoir une formation structurée, etc. Après, je peux vous donner 2-3 choses, 2-3 éléments comme ça qui peuvent vous servir au quotidien, mais qui ne vont pas avoir le même effet significatif que ce type de formation. On sait par exemple que lire des romans de fiction, ou lire des romans, voilà, enfin type Tchekhov, Marc Lévy, hein, il n'y a rien de contradictoire dans ce que je dis, mais des romans où vous avez la psychologie des personnages qui est vraiment décrite finement, vous permet de développer notamment vos capacités empathiques de lecture d'autrui. Parce qu'en fait, vous allez transposer dans des situations réelles ce que vous avez lu fictivement. Et le fictif, en fait, n'est jamais vraiment fictif. Il sort toujours à 80% vraiment du réel, du vécu de l'auteur. Il y a des choses comme ça. On sait que penser dans une langue étrangère, face à un choix difficile, tiens, je vais où la semaine prochaine, à Vesoul ou à Rome? Je prends exprès un truc un peu neutre. Derrière, déjà sans émotion, impossible de faire un choix. Tous les labos de neurosciences vous le disent. Donc, l'homme suprarationnel qu'on pense, hein, la posture supermanesque rationnelle qu'on aime adopter, elle est juste fausse, entièrement fausse d'un point de vue neurologique. Eh bien, le simple fait de penser dans votre deuxième langue, qui peut être par exemple l'anglais, moi je pense en alsacien, qui est plutôt ma deuxième langue, j'ai rien d'indépendantiste comme en Espagne, mais quand vous pensez dans votre deuxième langue, vous allez straight to the point, comme disent les anglo-saxons, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de brouillard dans votre premier signal intuitif, parce que l'autre mot de l'intelligence émotionnelle, c'est l'intuition. Bon bref. Et vous avez par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous pouvez chaque semaine, c'est bien de les inscrire notamment dans des groupes de musique. Et peu importe le style de musique qu'ils écoutent, il y a des études aujourd'hui à Genève avec un neuroscientifique très connu qui montre que finalement l'effet Mozart, ça marche. Mais il ne s'agit pas d'écouter du Mozart, il s'agit d'écouter pendant qu'on est en interaction sociale avec quelqu'un, donc par exemple dans un groupe, les jeunes parlent et tout, sur un fond sonore, et ce fond sonore, si ce fond sonore vous correspond, et en résonance avec ce que vous aimez, eh bien vous allez booster votre apprentissage de l'autre également. Et puis après, il y a tout un tas de données, et là je vais encore un peu plus loin, qui sont directement liées finalement à votre deuxième cerveau. On sait aujourd'hui que l'intelligence émotionnelle, c'est pas que dans la tête, c'est également au niveau des intestins. Il y a toutes les parois intestinales, vous le savez, il y a un livre connu là-dessus. Bon, bref, moi je travaille avec des chercheurs dans le champ au CHU de Nantes, tout ça. Donc vous avez, on sait qu'il y a tout un tas de neurones qui tapissent ces parois intestinales. Et il y a une communication du haut vers le bas. Et ce que vous mangez peut directement influencer votre manière de réguler les émotions, peut faire monter en vous de l'angoisse, de l'anxiété, de la tristesse, une certaine forme de dépression avec le temps, etc. Donc j'ai envie de vous dire, l'intelligence émotionnelle, elle n'est pas que C comme cerveau, elle est également V comme ventre, et voilà, donc à nous d'avoir le bon CV pour derrière. Je viens de l'inventer là, je suis pas sûr de mon truc, mais bon voilà, et voilà pour marcher sur ces deux jambes psychiques et être un individu équilibré. J'étais un peu long, mais pardon. Non, c'était parfait. Merci à tous les deux. Bravo. Merci. Christophe.